Un camionneur a pris en stop une nonne qui se trouvait au bord de la route, mais en arrivant à destination, la nonne a remercié d'une manière différente que le camionneur n'oublierait jamais. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Jean ne pourra jamais oublier le jour où sa mère l'a réveillé au milieu de la nuit, les yeux remplis de larmes, une terrible nouvelle sur les lèvres et le cœur brisé. Sa voix tremblait alors qu'elle essayait de trouver les mots pour expliquer au petit Jean, âgé de seulement 5 ans, que son père, un robuste camionneur connu pour son rire contagieux et son cœur en or, ne rentrerait pas à la maison. « Jean, mon amour, quelque chose de très grave est arrivé, » avait-elle commencé, les mots bloqués dans une gorge serrée par la douleur. Jean, bien que jeune, ressentit une vague de froid parcourir son corps. Il savait, d'une manière ou d'une autre, que sa vie ne serait plus jamais la même. Son père, tout comme lui, était un camionneur, un homme qui trouvait la paix dans la solitude des routes. Les longs voyages de son père étaient plus que de simples trajets. Ils étaient des récits vivants, pleins d'aventures qu'il ramenait à la maison, enveloppés de sourires et d'histoires merveilleuses à raconter. Cependant, l'un de ces voyages s'est terminé en tragédie, lorsqu'une embuscade cruelle et sans raison de la part de criminels a brusquement mis fin à son dernier voyage. L'impact de cette perte a été dévastateur. La mère de Jean, une femme de caractère mais au cœur délicat, a été consumée par la tristesse. Elle se retrouva seule, avec le poids d'élever un enfant sans le compagnon d'une vie, son grand amour. Les nuits qui suivirent furent longues et silencieuses, sauf pour les sanglots étouffés qui s'échappaient de la chambre voisine, où sa mère luttait contre le vide laissé par son père. Pendant la journée, elle faisait de son mieux pour maintenir la routine, mais ses yeux se perdaient souvent dans l'horizon, comme s'il cherchait quelque chose d'irrécupérable. Le grand-père de Jean, un homme à la posture rigide mais au cœur chaleureux, devint une figure encore plus constante dans la vie des deux. Avec sa vaste sagesse et son expérience, il essayait de combler les lacunes laissées par son fils. « Allez, mon garçon », lui disait-il d'une voix qui essayait d'être ferme, mais qui parfois flanchait à cause de sa propre tristesse. « Ton père était un homme fort, et il voulait que tu sois forte aussi. » Jean, tenant la main ridée de son grand-père, essayait d'absorber chaque mot, chaque conseil, dans l'espoir de devenir l'homme que son père aurait voulu qu'il soit. Ainsi, les routes ont commencé à appeler Jean dès son plus jeune âge. Elles représentaient plus que des voies d'asphalte s'étendant à l'infini. Elles étaient des chemins pour comprendre son père, pour se connecter à ses souvenirs. Conduire est devenu son refuge, le ronronnement du moteur une mélodie qui le rapprochait de la figure presque mythique que son père représentait. Au volant, Jean pouvait réfléchir à la vie, aux rêves et aux espoirs d'un garçon qui a grandi à l'ombre d'une tragédie, mais qui cherchait dans la route sa forme de guérison et de compréhension. À chaque voyage, chaque cargaison livrée, Jean sentait qu'il honorait la mémoire de son père, suivant ses pas, bien que toujours prudent, vigilant, conscient des dangers que les routes peuvent cacher. À chaque arrêt, à chaque repos sous les étoiles, il avait l'impression de partager des moments avec son père, dialoguant silencieusement à travers le temps et la distance, unis par le bourdonnement éternel des pneus sur l'asphalte. Jean apprit à voir la beauté dans la solitude, à trouver la paix dans le bruit constant du vent contre la cabine. Et tandis qu'il conduisait, il se permettait de rêver, non seulement à ceux qui avaient été perdus, mais à tout ce qui pourrait encore être conquis. Les routes, infinies et mystérieuses, continuaient à l'appeler, et il avançait, un homme et son camion, à la recherche de réponses que seul le temps pourrait peut-être révéler. Depuis aussi longtemps que Jean se souvienne, son grand-père Henri avait été une tour de force et de sagesse. Henri, un homme d'expression sérieuse mais aux yeux souriants avec gentillesse, avait pris sur lui la responsabilité de guider Jean à travers les ombres de la perte et du deuil. Entre outils et pièces de moteur, Henri enseignait à son petit-fils non seulement comment réparer les voitures, mais aussi comment comprendre l'essence de la technologie qui les animait. Les années dans l'armée ont façonné Jean de nombreuses manières. Sous la discipline et la structure militaire, il a trouvé un moyen de canaliser sa douleur et sa nostalgie en quelque chose de tangible et d'honorable. Henri suivait avec fierté les exploits de son petit-fils, chaque lettre de Jean étant lue et conservée comme un trésor, un signe que l'influence du vieil homme avait contribué à façonner un caractère solide et un professionnel exemplaire.
Quand Jean est enfin revenu à la vie civile, il a apporté avec lui non seulement des expériences et des décorations, mais aussi une vision du monde élargie. Les routes n'étaient plus seulement des voies de transport, mais les veines d'un corps plus grand, une nation qu'il avait servie avec honneur et continuerait à servir, maintenant à travers chaque cargaison livrée, chaque mile parcourue au volant de son camion. Il conduisait, se sentant partie intégrante de quelque chose de plus grand, un maillon dans la chaîne du progrès et de la persévérance, avec la voix de son grand-père toujours murmurant dans son esprit, le guidant à travers l'immensité des routes et de la vie. Quand Jean a enlevé pour la dernière fois son uniforme militaire, il portait dans son cœur un mélange de soulagement et d'attente. Le temps de service était terminé, mais la vie civile l'appelait à de nouveaux défis. Sa priorité, une fois hors des forces armées, était d'assurer le bien-être de sa mère. Le souvenir de son combat, l'élevant seul après la tragique mort de son père, n'avait jamais quitté son esprit. Déterminé, Jean a trouvé un emploi dans une entreprise de transport renommée, son expérience militaire et son habileté avec les véhicules lourds, en faisant un candidat idéal. Ce travail lui a non seulement apporté une stabilité financière, mais a également considérablement amélioré la situation économique de sa famille. À la maison, sa mère le recevait avec un sourire qui illuminait sa journée. « Tu as fait plus que ce que je pouvais demander, mon fils », lui disait-elle souvent, la fierté et la gratitude transparaissant dans ses paroles. Jean, bien que satisfait de pouvoir offrir du confort, savait que rien ne pouvait vraiment compenser les années de sacrifice et de solitude qu'elle avait endurées. À cette époque, Jean a rencontré Camille, une femme dont le charme était égalé seulement par son ambition. Leur romance a fleuri rapidement, peut-être trop rapidement. Jean, emporté par l'affection qu'elle manifestait, a vu en Camille la chance d'avoir enfin sa propre famille et peut-être de guérir certaines vieilles blessures. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple, mais pleine d'espoir. Cependant, la vie conjugale a révélé le côté moins visible de Camille. Le travail de Jean exigeait de longues heures sur la route, des nuits loin de chez lui et un engagement presque total. Camille, initialement compréhensive, s'est rapidement montrée impatiente de cette routine. Sa nature opportuniste a commencé à émerger alors qu'elle exploitait les absences de Jean à ses propres fins. Jean, concentré sur le maintien de la stabilité qu'il avait tant lutté pour atteindre, a initialement ignoré les signes d'infidélité. Cependant, les preuves sont devenues irréfutables lorsqu'il a confronté Camille après avoir entendu des murmures inquiétants de proches amis. Le conflit fut douloureux. Camille, incapable de nier les accusations, ne montra aucun remords. « Tu n'es jamais là, Jean, j'ai mes besoins », déclara-t-elle froidement. La trahison fut un coup dévastateur, ravivant d'anciennes blessures que Jean pensait guéries. Le divorce vint peu après, une fin amère pour un mariage qui avait commencé avec des promesses d'amour et de soutien mutuel. Désillusionné mais non vaincu, Jean se tourna vers le seul réconfort qu'il connaissait, la route. Conduisant à travers les vastes paysages du pays, il réfléchissait au cycle de sa vie, aux espoirs suscités et aux désillusions rencontrées. La route, comme toujours, offrait un espace pour penser, pour guérir. Et à chaque retour chez lui, il était accueilli par l'étreinte chaleureuse de sa mère, un rappel constant que, peu importe à quel point les voyages de la vie pouvaient être traîtres, il y avait toujours un port sûr où il pouvait revenir. Après l'amère divorce, Jean retourna chez sa mère, cherchant non seulement un toit sous lequel abriter son cœur blessé, mais aussi un refuge contre les tempêtes émotionnelles qui le tourmentaient. Sa mère, une femme de sa génération, dotée d'une incroyable capacité de résilience et d'adaptation, tenta de minimiser la trahison de Camille, peut-être dans le but de protéger son fils de plus de douleur. « Jean, tu es fort, ce ne sera bientôt qu'un lointain souvenir », lui disait-elle en préparant le dîner, essayant de dissiper le nuage de tristesse qui planait sur la maison. Cependant, cette approche légère ne parvenait pas à atteindre la profondeur de la blessure chez Jean. Il se sentait profondément trahi, non seulement par Camille, mais aussi par la vie elle-même, qui semblait lui arracher à plusieurs reprises des personnes et des rêves. Son cœur, autrefois ouvert et plein d'espoir, semblait maintenant entouré d'un mur impénétrable. Avec le temps, Jean reprit son travail avec une vigueur renouvelée, peut-être par manque d'autre chose sur quoi se concentrer. Les routes devinrent sa compagnie constante,
le ronronnement du moteur et l'asphalte sous les pneus formant la bande-son de sa vie solitaire. Il se consacrait au travail non seulement comme moyen de subsistance, mais aussi comme moyen de garder son esprit occupé, loin des souvenirs douloureux qui le hantaient pendant les longues nuits. Malgré la solitude, Jean s'occupait diligemment de sa mère, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Les responsabilités domestiques, partagées auparavant avec Camille, reposaient désormais entièrement sur ses épaules. Il faisait les courses, s'occupait du ménage et préparait les repas, des tâches qu'il accomplissait avec une sorte de dévotion silencieuse. Sa mère, quant à elle, observait avec un mélange de gratitude et de préoccupation, sachant que la blessure dans le cœur de son fils nécessitait plus que simplement du temps pour guérir. Dans ces rares moments de repos, Jean se retrouvait souvent assis sur le vieux balançoire dans la cour, regardant l'horizon, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un qui pourrait combler le vide qu'il ressentait. Les souvenirs de son père, les histoires racontées par son grand-père Henri, et même les fragments de bonheur qu'il avait vécus avec Camille avant la trahison, tout cela se mêlait dans son esprit, formant une toile complexe de joie et de désillusion. Vivre à nouveau avec sa mère signifiait revenir à ses racines, affronter les souvenirs d'un passé plus simple et peut-être plus heureux. Mais cela signifiait aussi faire face à la réalité que certains rêves disparaissent vraiment, laissant derrière eux non seulement de la nostalgie, mais aussi la claire perception que la vie, aussi cruelle soit-elle, doit encore être vécue. Et pour Jean, cette vie se déroulait kilomètre après kilomètre, route après route, où chaque voyage offrait une chance de reconstruire, d'une manière ou d'une autre, l'homme qu'il espérait encore devenir. Par une nuit particulièrement froide et étoilée, alors que Jean parcourait l'une des nombreuses routes solitaires qui composaient sa routine, ses phares captèrent une silhouette inhabituelle au bord de l'asphalte. Une femme vêtue entièrement de noir, avec une grande capuche couvrant sa tête, faisait du stop, signe universel de ceux qui cherchent un lift. Jean, toujours prudent, hésita d'abord, mais quelque chose dans la posture de la figure, peut-être la vulnérabilité d'être seul à cet endroit et à cette heure, le fit s'arrêter. La porte du passager s'ouvrit et la femme entra, apportant avec elle un silence contemplatif. « Merci d'avoir arrêté. Ce n'est pas souvent qu'on aide une nonne la nuit, » dit-elle, sa voix calme brisant la monotonie du moteur. « Ce n'est pas un problème. Où allez-vous » demanda Jean reprenant la route. « Juste jusqu'au prochain village. Je m'appelle Nathalie, » répondit-elle, se repositionnant sur le siège, son habit de nonne semblant encore plus incongru à l'intérieur de la cabine éclairée. Au fur et à mesure que le voyage progressait, le silence initial entre eux laissa place à une conversation hésitante. Nathalie révéla alors quelque chose de surprenant. Elle n'était pas une nonne, du moins plus. « J'étais dans un couvent, oui, mais j'ai décidé de partir. Je suis habillée ainsi plus par commodité de voyage que pour toute autre raison, » expliqua-t-elle, sa voix chargée d'un mélange de soulagement et d'incertitude. « J'essaie d'arriver à temps pour me réconcilier avec mon père. Il est en train de mourir. » Jean, roulant dans la nuit, écoutait chaque mot avec une profonde empathie. La perte, un thème si familier dans sa propre vie, résonnait en lui, faisant remonter ses propres expériences de deuil et la lutte pour trouver continuité et but après la mort de son père. « C'est difficile, » murmura-t-il, « quand la personne qui unit la famille s'en va, ça laisse un vide que rien ne semble pouvoir combler. » À mesure que Nathalie partageait davantage sur son parcours, la décision d'entrer au couvent dans une tentative de trouver la paix et la réalisation subséquente qu'elle ne pouvait pas fuir les questions non résolues avec son père, Jean ressentait une connexion émergente entre eux. Ce n'était pas seulement la similitude de leur douleur, mais la force trouvée dans la vulnérabilité de l'autre qui tissait un lien subtil de compréhension et de camaraderie. Alors que le voyage touchait à sa fin, tous deux sentaient que, malgré les circonstances inattendues qui les avaient réunis, quelque chose de significatif avait germé entre eux. La possibilité d'un nouveau départ, peut-être pas immédiatement sous la forme d'une romance, mais comme une reconnaissance mutuelle qu'ils pouvaient s'apporter un soutien l'un à l'autre. Peut-être, suggéra timidement Nathalie, pourrions-nous nous revoir, juste pour voir comment chacun se débrouille. Jean acquiesça, l'idée de retrouver Nathalie lui apportant un léger sourire aux lèvres. « J'aimerais ça. Nous avons tous besoin d'amis, surtout en ces temps-là, » répondit-il, sa voix portant une nouvelle note d'espoir. En la laissant à sa destination, ils échangèrent leurs numéros de téléphone,
un geste simple mais chargé de promesses pour l'avenir. Tandis que Nathalie s'éloignait, Jean resta un moment, regardant dans la nuit, se sentant, pour la première fois depuis longtemps, qu'il y avait peut-être un chemin vers la rédemption et la joie, même après les plus grandes tempêtes de leur vie. Alors qu'il reprenait son voyage, seul mais d'une manière moins isolée, Jean réfléchissait à la belle étrangeté de rencontrer quelqu'un si inopinément qui partageait une histoire de douleur si semblable à la sienne. La route devant lui était incertaine. Oui, mais elle semblait maintenant un peu moins intimidante. Nathalie continua à dévoiler son histoire à Jean, révélant plus de détails qui colorèrent les profondeurs de sa douleur et l'emmêlement compliqué de sa vie familiale après la mort de sa mère. Son père, autrefois un pilier de force et de réussite, avait trouvé dans l'alcool un refuge douloureux à sa perte insupportable. Le deuil l'avait transformé de façon que Nathalie peinait à comprendre, voyant l'homme qu'elle avait autrefois admiré s'effondrer sous ses yeux. « Il a commencé à boire peu après la mort de ma mère », expliqua-t-elle, sa voix chargée d'un mélange de tristesse et de ressentiment. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, il s'est remarié, seulement 1 an après sa mort. La femme qu'il a choisie, elle aurait pu être la sœur jumelle perdue de ma mère, du moins physiquement. Jean écoutait, son regard fixé sur la route alors qu'il absorbait chaque mot. Nathalie soupira profondément avant de continuer. Mais seulement physiquement. À l'intérieur, elle est complètement différente. Elle est estimated, maléfique, cupide. On dirait qu'elle a vu dans la vulnérabilité de mon père une opportunité, pas un endroit pour offrir du réconfort. La situation s'était encore compliquée avec l'arrivée de Louis, le fils de la nouvelle épouse de son père. Louis était l'opposé de Nathalie à tous égards, gâté, malicieux et constamment provocateur. Il faisait tout pour m'énerver, et elle l'encourageait, confessa Nathalie, la colère précédemment contenue maintenant clairement audible dans sa voix. J'essayais d'ignorer, de me concentrer sur mes études, sur mes prières, mais chaque jour était plus difficile. La tension à la maison a culminé lors d'une confrontation explosive entre Nathalie et son père. « J'ai finalement explosé », dit-elle, regardant par la fenêtre vers la nuit sombre qui passait. J'ai confronté mon père sur la façon dont il se laissait manipuler, sur la façon dont il ignorait ce qui se passait juste sous son nez. Je lui ai dit que maman aurait été dévastée de voir dans quoi notre famille s'était transformée. La confession était méthodique, une libération de années de frustration et de chagrin accumulés. Jean, quant à lui, ressentit une pointe de compassion pour Nathalie, réalisant à quel point elle était profondément blessée, non seulement par la perte de sa mère, mais par la transformation de son foyer en champ de bataille émotionnel. « Mon père n'a pas bien réagi », conclut Nathalie avec un soupir, ses yeux lointains reflétant la douleur de ce souvenir. Il n'a pas voulu écouter. Peut-être était-il plus facile pour lui de se plonger dans l'illusion que d'affronter la réalité. C'est alors que j'ai su que je devais partir. C'est pourquoi je suis allé au couvent. Jean a assimilé l'histoire en silence, reconnaissant les complexes couches de tragédie et de conflits que Nathalie avait endurées. Il lui a offert un sourire triste, une tentative d'offrir un peu de réconfort au milieu de la tempête d'émotions partagées. « Tu es incroyablement forte, Nathalie », lui dit-il, son admiration sincère. Beaucoup se seraient effondrés sous ce poids. Nathalie lui sourit en retour, reconnaissante de trouver quelqu'un qui, bien qu'étranger il y a peu de temps, montrait maintenant une profonde compréhension de son parcours. Il était clair que, malgré toutes les adversités, ils s'étaient trouvés l'un l'autre, peut-être pas par hasard, mais comme un signe qu'il y avait encore de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. La décision de Nathalie de se retirer dans un monastère était le résultat direct de la toxicité qui l'entourait chez elle. Désillusionnée par le manque de soutien de son père et exaspérée par les provocations constantes de Louis, elle a cherché refuge dans un endroit qui promettait la paix et un sentiment d'isolement des conflits qui épuisaient son esprit. J'avais besoin d'un endroit pour respirer, pour me retrouver loin de cette maison que je ne reconnaissais plus comme la mienne, expliqua Nathalie à Jean, sa voix sereine mais avec une trace de tristesse indéniable. Le monastère offrit à Nathalie un refuge, une communauté vivant loin des complications matérielles et émotionnelles du monde extérieur. Là, elle trouva un nouveau rythme de vie, où les heures étaient marquées par des prières et des méditations, et non par des discords et des disputes.
Elle apprit à canaliser sa douleur et sa frustration dans une quête de paix intérieure et de compréhension spirituelle. Cependant, la vie au monastère lui offrit également quelque chose d'inattendu, une perspective claire sur ses relations et la nécessité d'affronter, et non de fuir, les problèmes. 3 ans après être entrée au monastère, Nathalie apprit par le biais d'une lettre rare que son père était gravement malade. La nouvelle la choqua et la fit reconsidérer son isolement auto-imposé. La décision de quitter le monastère et de revenir n'était pas facile. Elle était remplie de doutes et de peur de rouvrir de vieilles blessures. Cependant, l'imminence de la perte de son père raviva en elle l'urgence de la réconciliation, d'affronter le passé pour ne pas laisser de questions en suspens. Je savais que je devais essayer de lui parler, d'essayer de régler les choses avant qu'il ne soit trop tard, raconta Nathalie à Jean, alors qu'il l'écoutait attentivement, admirant son courage. Je ne voulais pas qu'il parte avec tant de choses entre nous laissées sans résolution. Je ne voulais pas vivre avec ce regret supplémentaire. Le retour de Nathalie n'était pas seulement une confrontation avec son père, mais aussi un voyage de découverte de soi et de résolution. En choisissant d'affronter la situation plutôt que de rester dans le confort isolé du monastère, elle prenait une attitude active vers la guérison et la clôture, indépendamment du résultat. Cette décision, partagée dans un moment de vulnérabilité avec Jean, ne l'approchait pas seulement d'elle, mais éclairait aussi les propres défis émotionnels auxquels il faisait face. Le chemin de Nathalie était un miroir pour Jean, reflétant la possibilité que chacun a le pouvoir de changer le cours de sa propre vie, d'affronter les adversités avec courage et détermination. Alors que la route devant eux était encore incertaine, l'échange d'expériences et la compréhension mutuelle offraient un aperçu d'un nouveau départ, peut-être pas sans douleur, mais plein d'espoir de rédemption et de renouveau. Sur son chemin pour affronter l'un des chapitres les plus difficiles de sa vie, Nathalie se tenait seule au bord d'une route désolée lorsque leurs chemins se croisèrent avec ceux de Jean. Le hasard, ou peut-être le destin, plaça Jean là à ce moment précis. En la voyant si clairement en difficulté, vêtue encore de l'habit de religieuse qui ne représentait plus sa vie actuelle, il n'hésita pas à lui offrir son aide. Il comprit la gravité de son voyage, le poids de se réconcilier avec un passé douloureux et l'urgence d'un adieu imminent. Jean, animé par une empathie née de ses propres pertes et luttes, savait que Nathalie aurait besoin de plus que juste un moyen de transport. Il l'accompagna dans un magasin où elle put choisir de nouveaux vêtements, l'aidant à abandonner la dernière tenue d'une vie qu'elle avait décidé de laisser derrière elle. « Tu as besoin de te sentir toi-même en affrontant tout cela », lui dit-il en l'aidant à choisir quelque chose qui reflèterait son identité renouvelée et déterminée. Avec de nouveaux vêtements et un sens renouvelé de dessin, Nathalie ressentit une transformation non seulement externe, mais aussi interne. Jean, comprenant la complexité des émotions et des défis juridiques auxquels elle pourrait être confrontée en retournant, s'offrit à accompagner Nathalie jusqu'à la maison de son père. « Je serai là avec toi si tu veux. Parfois, juste savoir que quelqu'un est à tes côtés fait déjà une grande différence, » offrit-il, sa présence devenant un pilier de soutien inattendu mais profondément apprécié. Nathalie accepta, reconnaissante de ne pas avoir à affronter seule le tourbillon émotionnel et juridique qui l'attendait. Jean, avec son expérience de vie et son calme imperturbable, l'aida à se préparer mentalement pour les possibles confrontations avec sa belle-mère et à affronter les ressentiments de longue date avec son père. Il lui offrit des conseils pratiques sur la manière de garder son calme et sa clarté lors de discussions potentiellement animées et sur la manière de se protéger émotionnellement et légalement dans ses interactions avec sa famille. Cette aventure partagée, bien que marquée par des circonstances sombres, a forgé entre Jean et Nathalie un lien de compréhension mutuelle et de soutien. En aidant Nathalie à se préparer à cette réunion, Jean a trouvé une nouvelle façon de canaliser sa propre douleur en quelque chose de positif, en aidant quelqu'un dans un moment d'extrême vulnérabilité. Pour Nathalie, la présence de Jean était un rappel que la bonté et la compassion existent toujours, même dans les heures les plus sombres. Ensemble, ils ont affronté la route incertaine qui les attendait, chacun trouvant en l'autre une force inattendue pour faire face aux défis qui les attendaient. Arrivant à l'imposante demeure que Nathalie avait autrefois appelée chez elle, l'atmosphère était chargée de tension. Jean, aux côtés de Nathalie, ressentit le poids du silence oppressant qui les accueillit à leur arrivée. La belle-mère de Nathalie, avec sa posture impeccable et son regard calculateur, fut la première à les affronter.
Louis, l'éternel provocateur, était à ses côtés, formant tous deux une barrière physique et émotionnelle entre Nathalie et son père. « Je pense que tu n'as pas compris le message la dernière fois, Nathalie. Cette maison est toujours la mienne et tu n'es pas la bienvenue ici. » déclara la belle-mère d'une voix glaciale, tandis que Louis regardait avec un sourire présomptueux. Jean resta aux côtés de Nathalie, sa présence étant une déclaration silencieuse de soutien. Nathalie, bien que secouée, trouva de la force dans la présence de Jean. « Je suis venu voir mon père. Ce n'est pas à propos de toi ou de tes manipulations, c'est à propos de lui et de moi, » répondit-elle avec fermeté, poussée par le besoin de confronter non seulement sa belle-mère, mais aussi son propre passé. La tension monta jusqu'à ce que le père de Nathalie, entendant la voix de sa fille, demande à la voir. Avec difficulté, il entra dans la pièce, s'appuyant sur une canne. Son apparence était celle d'un homme profondément affaibli par la maladie, mais dans ses yeux brillait un éclat d'urgence et de remords. « Nathalie, ma fille, je suis tellement désolé, » commença-t-il, sa voix faible tremblant à chaque mot. « J'ai été un fou, aveuglé par ma propre souffrance et ensuite manipulé par le confort qui m'a été offert. J'ai négligé la seule famille qui comptait vraiment. S'il te plaît, peux-tu me pardonner ?» Entendant les paroles de repentir de son père, Nathalie ressentit un flot d'émotions. La colère et la douleur palpitaient encore, mais il y avait aussi un soulagement tangible et une tristesse de voir l'homme qui fut autrefois son héros si diminué et repentant. « Je ne sais pas, papa. Je veux pardonner, mais ça va prendre du temps, » avoua-t-elle, les larmes menaçant de déborder. Jean posa une main réconfortante sur son épaule, un rappel silencieux de son soutien. La rencontre fut un tournant. La belle-mère et Louis, voyant le père de Nathalie choisir sa fille au-dessus d'eux, reculèrent, du moins pour l'instant. Le chemin à venir pour Nathalie et son père serait difficile et incertain, mais maintenant, il y avait une chance pour la guérison et peut-être même la réconciliation. Jean, assistant à la scène, se sentit humble et reconnaissant de pouvoir être aux côtés de Nathalie en ce moment critique. Il savait que l'avenir de Nathalie comportait encore de nombreux défis, mais il était déterminé à rester à ses côtés, l'aidant à affronter chacun d'eux, un jour à la fois. Ce premier pas vers le pardon et la compréhension mutuelle avait été difficile, mais nécessaire, et Jean était prêt à aider Nathalie à reconstruire les liens qu'elle avait autrefois pensés irrémédiablement brisés. Alors que la situation dans la demeure se déroulait, d'autres révélations choquantes vinrent à la lumière. Un médecin, appelé en urgence pour examiner le père de Nathalie, soupçonna un empoisonnement après une évaluation minutieuse. Des examens supplémentaires confirmèrent la présence de substances toxiques dans son système qui n'étaient pas conformes à sa prescription médicale. Les soupçons se portèrent immédiatement sur la belle-mère et Louis, qui avaient un accès exclusif et les moyens d'administrer de telles substances. Face à cette découverte alarmante, Nathalie, avec le soutien de Jean, appela la police. Les agents, après avoir recueilli des preuves et des témoignages, arrêtèrent la belle-mère et Louis. Ils furent inculpés de tentative de meurtre, un acte calculé pour accélérer la mort du père de Nathalie et s'assurer de l'héritage qui, autrement, aurait été difficile à obtenir en raison du déclin prolongé de la santé du père. Alors que la belle-mère et Louis faisèrent face à la justice, le père de Nathalie commença lentement à se rétablir, désormais libéré des substances nocives qui compromettaient secrètement sa santé. Nathalie resta à ses côtés, déterminée à reconstruire la relation qui avait été si gravement endommagée. Avec Jean toujours à proximité, offrant un soutien émotionnel et pratique, ils affrontèrent ensemble les jours difficiles qui suivirent. La bataille juridique contre la belle-mère et Louis a été intense et douloureuse, mais nécessaire. Nathalie et son père ont travaillé sans relâche avec des avocats pour s'assurer que tous les faits soient correctement présentés et que la justice prévale. Ce fut un processus qui a testé leur résilience et a encore renforcé les liens entre le père et la fille. Pendant cette période, le père de Nathalie a exprimé à plusieurs reprises son repentir pour ses erreurs passées et sa gratitude envers Nathalie pour avoir eu le courage de revenir chez elle et affronter les défis qu'ils ont rencontrés. Ensemble, ils ont planifié un nouveau départ, un avenir où ils pourraient se concentrer sur la guérison des blessures du passé et reconstruire une vie basée sur la confiance et l'amour. Jean, assistant à la transformation de la relation entre Nathalie et son père, a ressenti une profonde satisfaction en sachant qu'il avait joué un rôle dans le rapprochement de la famille.
Le fait que la justice soit rendue leur a offert à tous un sentiment de clôture et la promesse de jours meilleurs. Alors que le père de Nathalie reprenait des forces chaque jour et que la vérité sur la belle-mère et Louis éclatait au grand jour, la famille trouvait enfin un chemin vers l'avant, renforcée par les épreuves et triomphante face aux adversités. Nathalie, avec le soutien constant de Jean, regardait vers l'avenir avec une nouvelle perspective, prête à profiter de chaque instant et à apprécier les deuxièmes chances que la vie leur avait données. Au fil du temps et avec le rétablissement de la santé de son père, Nathalie a commencé à assumer plus de responsabilités au sein de l'entreprise familiale. Son père, reconnaissant l'intelligence, la détermination et la sensibilité de sa fille, lui a confié la direction de l'entreprise, estimant qu'il s'agissait à la fois d'un acte de réparation et de reconnaissance de son potentiel. Bien qu'initialement hésitante, en raison des circonstances tumultueuses dans lesquelles cette opportunité s'est présentée, Nathalie a accepté le défi, déterminée à utiliser cette position pour faire le bien. Parallèlement, la relation de Nathalie avec Jean s'est épanouie. L'adversité les avait rapprochés d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. À travers d'innombrables conversations, un soutien mutuel et des expériences partagées, ils ont formé un partenariat amoureux. Jean, toujours le refuge de Nathalie pendant les moments turbulents, partageait maintenant non seulement sa vie quotidienne, mais aussi ses rêves et ses aspirations. Avec le soutien du père de Nathalie, qui voyait en Jean un homme de caractère et de dévouement, le couple a commencé à planifier un avenir ensemble. Ils ont fixé la date du mariage, impatients de commencer une nouvelle étape de leur vie en tant que famille. L'engagement de Nathalie envers la responsabilité sociale et éthique s'est également reflété dans ses décisions en tant que leader de l'entreprise. Elle a mis en œuvre des politiques pour garantir des pratiques commerciales justes et durables, reflétant son respect pour la communauté et l'environnement. Cette nouvelle approche a non seulement revitalisé l'entreprise, mais a également renforcé sa réputation auprès des partenaires et des clients. En plus de ses efforts dans le monde des affaires, Nathalie a maintenu une connexion profonde avec le monastère qui lui avait offert refuge dans les moments les plus difficiles de sa vie. Dans un geste de gratitude et de reconnaissance, elle a fait un don anonyme significatif pour la restauration de l'église du monastère. Pour elle, il était essentiel de soutenir l'endroit qui lui avait procuré paix et direction, même si elle préférait garder sa contribution secrète, une façon modeste de donner sans attendre de reconnaissance en retour. Nathalie et Jean, avec le soutien du père de Nathalie, regardèrent vers l'avenir avec optimisme. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble était un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la capacité à transformer les expériences douloureuses en fondation pour un avenir prometteur. Avec le mariage à l'horizon et l'entreprise prospérant sous une nouvelle direction, ils étaient prêts à affronter les défis et les joies à venir, renforcés par l'amour, la famille et la foi en la bonté fondamentale des deuxièmes chances.